On attend tranquillement voilà, de démarrer. Donc justement, voilà, on a l'idée en tout cas de cette petite heure. On fera 3/4 d'heure, 1 heure ensemble. N'hésitez pas, plus c'est interactif, plus c'est intéressant et même d'avoir des feedbacks, hein. C'est toujours plus agréable, et même pour vous et pour moi. Donc on va justement évoquer la question de la QVCT, faire quelques liens avec la marque employeur et comment ça peut être aussi un levier. Mais voilà, on va faire quelques focus. On va voir sur cet outil plutôt en termes de promotion ou de prévention, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs facettes et beaucoup de sujets, et qui peut être d'ailleurs une des difficultés, on va le voir. Je te Je laisse, vais Richard, présenter voilà, un tout, petit peu le cadre de Ziggurat. tout à fait. Alors, pour présenter un peu, je crois que certains d'entre vous connaissent déjà Ziggurat. Ziggurat, depuis 25 ans, nous œuvrons en fait à créer des actions de formation qui correspondent aux besoins et aux désirs des entreprises en termes d'évolution. Axel Epifani, qui est le fondateur, a été au cœur de la notion de performance et de connaissance, d'évolution dans ce que nous pouvons vous proposer en termes de contenu de formation. La QVCT fait partie de l'évolution naturelle de ce que nous allons apporter dans les réponses à vos questionnements. Donc, toute l'équipe, moi y compris, de Ziggurat Formation est à votre disposition pour répondre à vos questions après ce webinaire ou quel que soit en dehors de ce webinaire. N'oubliez pas que c'est votre réussite qui est au cœur de notre préoccupation. Laurent, à toi. Merci. Et justement, en fait, c'est dans ce cadre-là que voilà, ils ont souhaité déployer, en tout cas développer plus longuement, voilà, je dirais, la QVCT, que justement, voilà, on a commencé à collaborer avec justement un petit peu, commencer un petit peu voir l'approche. Donc moi, qui suis-je? Donc pour un petit peu de voir d'où je parle, le contexte est aussi important. Donc moi, j'ai une formation, donc je suis psychologue travail des organisations. Donc j'interviens principalement en santé au travail autour de justement de cette thématique. On verra notamment les risques psychosociaux, QVCT, etc. Ça fait plus de 10 ans et j'interviens sur tout type de structure, petite, grande, fonction, secteur privé, les différentes fonctions publiques. Donc j'ai la chance voilà, de voir vraiment différents horizons et que ce soit différentes formes d'organisation, mais aussi différentes cultures de prévention. Et sur la QVCT et sur certains critères, voilà, on voit que selon l'activité, le secteur, le sujet n'est pas appréhendé de la même manière. Alors que le cadre légal, lui, il est identique, mais l'application ou je dirais, les priorités des activités des entreprises peuvent pas mal bouger. Donc, dans ce cadre-là où justement, voilà, j'interviens principalement sous forme de diagnostic, de conseil ou de formation, mais plutôt autour de démarches, donc d'accompagner les employeurs justement à comment déployer ce type de démarche, sachant que l'enjeu, et on va le voir, hein, on va parler de la QVCT, tout ça, c'est des moyens. L'idée, c'est la finalité, c'est faire bouger positivement justement les conditions de travail, la performance autour justement de la QVCT par rapport à ça. Alors, de quoi nous allons aborder? Donc justement, on verra un petit peu les enjeux de la QVCT, qui peut, à notre sens, et de toute façon, c'est une question ouverte, et on pourra en échanger sur, pour nous, un levier de la marque employeur, et quand on va essayer un petit peu de développer. On fera quelques focus pour un petit peu donner, je dirais, au-delà des principes généraux et un peu de structurer la démarche, mais d'avoir quelques éléments un peu plus, quelques petits tips, quelques petites astuces, et notamment deux facettes pour nous qui sont d'actualité, avec la question de la reconnaissance, qu'on verra que c'est un levier de fidélisation. C'est que depuis l'année dernière, il y a beaucoup de tensions au niveau du recrutement et de certains métiers. Donc là aussi, on voit un levier, mais plutôt sur l'aspect interne, on voit. Et un autre, et d'ailleurs, on en a parlé encore hier, sur la question des agissements sexistes, qui est voilà, plutôt sur la question de la politique égalité femmes-hommes, et de voir si c'est un levier. Il y a le salaire, bien sûr, la rémunération, mais il y a aussi toutes les relations climat social, que ce soit homme-femme, sur les agissements, les relations de travail. On fera une petite conclusion, un petit temps questions-réponses, notamment voilà, qui ne rentreraient pas, mais n'hésitez pas à poser des questions tout du long. Si voilà, certains rentrent dans le sujet, vous pouvez faire des parenthèses intéressantes, c'est l'enjeu. Alors, sur les enjeux, il y a plusieurs enjeux déjà à évoquer. Déjà sur la marque employeur,
Et souvent, c'est un peu rapproché. Je sais que, notamment depuis 1 ou 2 ans, c'est un sujet qui prend de plus en plus de pas. Et nous, là, on va surtout creuser l'enjeu de fidélisation. On verra plutôt le domaine interne, de rétention, entre guillemets, des talents, et faire le lien avec la QVCT. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, et peut-être vous allez... et c'est pour ça que certains, soit sont déjà dans une démarche, ou soit ont déjà des actions, mais font pas forcément le lien ou le valorisent pas, que ce soit sur le côté prévention, donc pour certains, donc plutôt le document unique, ou d'autres dans leur politique et donc une coordination. Et c'est pour ça qu'on verra que certains sujets vont même au-delà des politiques RH, mais concourent soit à la performance, soit à la motivation, soit justement à l'intention de rester ou de départ, qui peut être un enjeu, surtout pour certaines structures ou qui ont soit un fort turnover, et parce que souvent on va questionner le recrutement ou l'intégration, et des fois il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte, ou en tout cas à construire autour, que ce soit des valeurs, mais aussi de la performance. Donc c'est pour ça qu'on va essayer un petit peu de voir un petit peu où se situe justement la QVCT au travers de tous ces éléments, de ces questionnements, et on fera quelques petits focus qui sont des exemples parmi d'autres, mais voilà, on peut en peu de temps en tout cas essayer d'avoir quelques éléments supplémentaires, en tout cas qui pour nous semblent intéressants de pousser et qui sont des fois peu partagés. Mais vous nous direz, vous ferez le constat entre nous. Alors déjà, juste pour être d'accord sur marque employeur, puisque l'idée c'est de savoir un petit peu d'où on parle. Marque employeur, c'est pour ça que j'évoquais 2 types de dimensions. Donc voilà, c'est toutes les actions en fait qui vont permettre d'attirer ou de recruter ou de garder. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux aspects qui va de la réputation de l'entreprise, de processus de recrutement, etc. Et toute la dimension interne de rétention et ce qui est mis souvent à l'intérieur justement sur la culture d'entreprise, le plan de formation, la fidélisation, toutes les pratiques managériales. C'est là où en fait tous les critères là, évoqués rentrent en fait dans la QVCT et sont justement une dimension interne. C'est pour ça que si vous avez une action et vous faites la promotion de la QVCT, vous travaillez votre marque employeur. Et même sans forcément le mettre en lien, ou à l'inverse, certains travaillent la marque employeur plutôt en interne, et en fait, ils peuvent le valoriser ou être de concert. L'enjeu, et d'ailleurs, ça sera un sujet, souvent, ce n'est pas de multiplier les projets ou les sujets, mais bien de les structurer, de les piloter et de les hiérarchiser, puisque l'enjeu, ce n'est pas d'ouvrir tous les dossiers en même temps, mais bien de les structurer. D'où le fait de faire des liens et des reliefs avec certains sujets, comme des difficultés, on va le voir sur certains leviers, que ce soit de la souffrance, des difficultés, mais aussi de l'autre côté de la motivation. Donc c'est tous ces enjeux-là qu'on veut en tout cas travailler autour justement de cette dimension interne de rétention, qui pour nous peut relever en tout cas de certains chantiers autour de la QVCT. Alors, pourquoi peut-être aujourd'hui on parle de la QVCT et disons que hier on en parlait peu, et ça c'est vraiment un point important, et je dirais c'est important de comprendre un petit peu l'historique. Donc pour faire juste un petit bref retour en arrière, il y a 20 ans, 30 ans, on parlait de souffrance au travail, donc plutôt de difficultés, je dirais individuelles. Donc il y avait la première reconnaissance par exemple, de formes de dépression. Les années 2000, notamment avec l'introduction dans la sphère publique, notamment avec l'affaire France Télécom, en fait, on questionnait les facteurs organisationnels, donc, parce que souvent on met stress, risques psychosociaux qui sont un des premiers effets, mais c'est un des impacts. Il faut voir les risques psychosociaux, c'est la charge de travail, les rôles, le management, la communication. Donc tous ces éléments-là, peut-être que certains, si un jour leur document unique, ils ont au minimum voilà, les 6 facteurs de Colac pour ceux qui connaissent les risques psychosociaux. Et à partir de 2010, en fait, il y a eu l'ANI 2013 sur la qualité du lieu de travail qui a en fait élargi et qui englobe en fait ces éléments. C'est pas, la QVT n'est pas la phase positive des risques psychosociaux, et on va le voir un petit peu comment ça a été déterminé, mais l'idée c'est d'aller à chaque fois une étape. Et si par exemple aujourd'hui vous avez une démarche QVT et vous essayez d'aller sur la QVCT, en fait, l'idée, c'est de dépasser, d'aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on verra un petit peu les marches successives. Et 2020, donc, avec l'accord santé au travail qui a été reformulé en 2020, a ponctué un petit peu plus sur les conditions de travail et a renforcé, on va voir, le contenu, le contexte du travail. Même si 2013, c'était assez clair, on a vu beaucoup d'organisations ou même de cabinets qui ont s'est penchés plutôt sur autour, on verra qui sont plutôt tout ce qui touche autour du travail et pas le cœur du travail,
qui est le contenu, je dirais, l'organisation. Donc, c'était tout ce qui était autour, qui peuvent être intéressants, hein, qui peuvent avoir des bénéfices, mais qui ne sont pas le cœur du sujet. Et on va le voir un peu comme la prévention du risque ou par exemple la prévention du stress. Très souvent, on va plutôt armer les salariés à supporter ou gérer une situation de stress, alors qu'un des enjeux, qui peut être un enjeu, mais on parle plutôt de pays, c'est plutôt, si certains connaissent les principes de prévention, c'est d'abord l'action sur primaire, l'organisation. Et c'est un petit peu cette logique, sauf que là, à chaque fois, c'était des dimensions supplémentaires qui étaient intégrées. La qualité de vie au travail, c'est plus large que les risques psychosociaux. Et certains, d'ailleurs, ne rentrent pas dans le document unique. Et la QVCT, en fait, a renforcé la question vraiment de la santé au travail, des conditions de travail, parce que justement, il y avait beaucoup d'actions QVT qui étaient plutôt dites de confort aujourd'hui, qui n'est plus qualifié comme de la QVCT, qui a été posée. Donc ça, c'est vraiment un élément. Et c'est pour ça, une première petite question, je ne sais pas si Richard, tu peux lancer le petit sondage pour essayer d'avoir un petit peu votre retour. C'est pour vous, voilà, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose, ce passage de la QVT à la QVCT? Et finalement, on va en discuter concrètement. Est-ce que ça a changé votre approche au-delà juste de l'obligation, qui, je rappelle, il y a juste une obligation de négociation pour les entreprises de plus de 250 salariés, je crois, ou 300. Donc certains, je ne connaissais pas encore. On voit que c'est encore, et même nous, hein, je dirais moi qui travaille, le terme n'est pas encore n'a pas passé. Ça n'a rien changé pour l'entreprise. Donc après, à voir ce qui c'était plutôt, voilà, c'est qu'on était déjà dans le bon cadre, je dirais dans le bon format, c'est-à-dire on était déjà dans la bonne lignée, ou au contraire, voilà, ça n'a pas changé, même si la réglementation a évolué, on n'a pas changé. Voilà, ça a validé mes actions internes, d'accord, et c'est là où on voit que ça a différencié un peu certaines approches, et différencié notamment l'approche individuelle ou, je dirais, tertiaire ou extérieure. Ok, d'accord. Je suis assez surpris justement mais c'est là où on voit que ce sujet-là et même l'acronyme n'est pas évident, hein. Souvent, on mélange en tout cas, merci pour les retours. Mais on voit que voilà, sur la qualité de vie au travail, l'idée, c'est qu'on va voir un petit peu ce qui est fait évolue, et justement ce qui est censé être modifié, ou en tout cas le cœur du sujet. Parce que souvent, on le verra, une des questions, c'est, et d'ailleurs, ça a été certaines de vos questions. D'accord, donc l'exemple, par exemple, je vois qu'Angélique rebondit sur la question des apéros. Les apéros, en fait, ne correspondent pas vraiment à une démarche de QVCT, surtout par exemple si c'est les after-work, ça porte bien son nom, c'est après le travail, donc en fait c'est en dehors du cadre du travail. C'est intéressant et ça peut être un levier, par contre l'enjeu c'est que ça au contraire, ça rentre dans le planning, entre guillemets, dans le temps de travail, et que ça soit intégré pleinement et pas en dehors du travail. Donc ça, on le verra, mais les exemples, des fois c'est les temps, par exemple, toutes les actions, je dirais, de confort. On va le voir, il y a quelques exemples, mais c'est très probant. Pour savoir déjà, parce que QVT, c'est large, donc en tout cas, moi, le modèle sur lequel d'ailleurs se base l'année 2013 et conforte, on le verra sur la QVCT, le modèle de l'ANACT qui résume en 6 grands thèmes, mais avec plein de sujets. Et c'est ça, notamment, une des difficultés, c'est que, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses. Je prends par exemple les risques psychosociaux, c'est la liste de tous les produits. Donc, certains le connaissent, le rapport Golac. Il y a plus d'une centaine de facteurs. Il y a 6 grandes familles, mais 100 facteurs. Et ce n'est pas manipulable pour l'organisation. Donc, il y a des choix et un arbitrage, et beaucoup, souvent, une dizaine, une quinzaine de facteurs, entre guillemets, de produits qui manipulent. Sauf que la qualité de vie au travail, on va voir sur la qualité de vie et conditions de travail, en fait, c'est plus large. Et si on regarde, donc il y a les 6 grandes familles, et ça comprend énormément de choses. Et en fait, l'ensemble du travail, je dirais, c'est comment on décompose le travail sur plein d'aspects, et qui, peut-être pour certains, aujourd'hui, ça relève, je dirais, d'un champ RH, et d'autres non. L'exemple sur l'égalité professionnelle, très souvent, ça relève d'un champ RH. Mais la santé au travail, dans certaines organisations, par exemple, on a une séparation entre plutôt les équipes HSE, donc plutôt sur le côté voilà, sécurité, et l'aspect managérial qui va être un petit peu séparé. Quand on va parler des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, en fait,
ce sujet va être approché et bien sûr, on va aussi questionner tout l'aspect managérial. Parce que, pour dire simplement, qu'est-ce que c'est la qualité du travail? C'est l'amélioration des conditions de travail combinée à une performance, je dirais, des salariés. Voilà. Et ça, en fait, c'est constitue. Et c'est pour ça qu'en 2013, tout le monde est d'accord. On améliore la condition de travail, on améliore la performance, tout le monde est d'accord. La difficulté, c'est quoi le levier? C'est quoi notre enjeu? Et c'est pour ça que beaucoup je dirais, ont, ont joué entre guillemets un petit peu la carte de la facilité, c'est-à-dire ne sont pas questionnés le travail, le cœur du sujet, mais plutôt les à côté. Exemple, certaines structures ont mis euh, je dirais, on va faire le repas midi et soir, une bonne salle de pause, des endroits conviviaux pour se reposer. Mais par contre, n'ont pas forcément questionné le fait de est-ce que je suis soumis à des fortes pressions? Comment on travaille? Quels sont les outils? Quels sont nos droits à l'erreur? Tous ces éléments-là, en fait, de pratique managériale, de comment mon activité, de mon rôle, tout cela, en fait, à questionner. L'idée, c'est pas se dire, quels que soient les risques ou l'exposition, et puis ensuite, on leur donne des temps pour souffler. Et d'ailleurs, tous ces temps un petit peu où des fois on avait physiquement des espaces, en télétravail, ils n'en bénéficient pas. Donc là aussi, c'était un peu, certains ont été perturbés parce que certaines actions, ou même sont un petit peu en dehors. Je prends un exemple. Euh, Si certains ont voulu augmenter un petit peu, alors le premier champ, les relations sociales, c'est-à-dire toutes les relations au travail, l'intégration, la dynamique d'équipe, qui notamment avec l'introduction du travail à distance, bon, pour certaines qui n'étaient pas habituées ou utilisaient peu les outils à distance, ont eu des difficultés, je dirais, à absorber, ou en tout cas à modifier la façon donc soit de collaborer ensemble, soit au niveau du management. Il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et finalement, ces relations de travail, voilà, c'est questionner par rapport à ça. Voilà, comment on va faire? Si on met juste autour, ça veut dire on va faire des apéros, des petits déjeuners, des repas, là encore, on sort du contexte travail. L'enjeu, c'est comment intégrer les relations de travail, le dialogue professionnel au sein même de l'activité. Et c'est ça tout l'enjeu, et ce n'est pas en dehors. Et ça, c'est vraiment un enjeu et qui a été renforcé, justement avec la QVCT, qui a rappelé le petit C, donc conditions de travail, et qui rappelle en fait aux conditions au contenu, justement qui réaffirme le périmètre, même si c'était, quand on regarde nous l'accord, en tout cas comme on le lisait, il était clair, mais on voyait vraiment une tendance où la QVT est de plus en plus autour. Par exemple, quelque chose qui est très bénéfique individuellement, hein, faire du sport. C'est beaucoup, par exemple, des fois de contacts pour voilà, mettre en place des activités pour faire du sport, je dirais individuellement, ou même de la relaxation. Individuellement, c'est très intéressant. Par contre, organisationnellement, ce n'est pas la priorité en soi. Je n'ai jamais préconisé à l'institution de faire la méditation. L'enjeu, c'est que les salariés n'aient pas besoin justement d'avoir des outils pour faire descendre la pression. Par contre, l'activité, des fois, nous oblige ou on est confronté à des situations, par exemple, on accueille des situations de personnes en détresse ou des clients ou des situations difficiles où on est confronté à l'activité où on n'a pas le choix. Donc, l'idée, c'est de trouver un peu ces mesures et déjà, est-ce qu'on peut le prévenir, le réduire? Mais des fois, on ne peut pas et c'est là où on a plutôt je dirais des leviers de protection ou de promotion individuelle, personnelle. Donc ça, c'est vraiment des points importants. C'est pour ça qu'il y a un accent fort sur la prévention primaire. Si certains connaissent, hein, c'est tout ce qui va toucher à la source, donc plutôt les causes plutôt que les conséquences. Donc ce n'est pas l'absentéisme, le turnover, c'est qu'est-ce qui va générer l'absentéisme, le turnover ou le stress, même si en fait un plan d'action équilibré, il va jouer sur ces différentes parties. Et ce qu'on retrouve, ce qu'on observe beaucoup, c'est que souvent il y a beaucoup d'actions plutôt tertiaires et individuelles et plus difficilement des actions organisationnelles et collectives, ce qui est normal, hein, mais qu'il faut quand même les travailler parce que c'est des éléments structurels et qui sont de fond et qui vont en fait être à moyen terme efficaces. Donc justement, et toutes les actions dites de confort ou périphériques, en fait, sont exclues de QVCT. Donc, et c'est là où en fait on a, en tout cas le souhait a été vraiment de distinguer ce qui, voilà, donc pour bien recentrer que l'enjeu c'est de parler du travail. Donc, ça c'est vraiment un des points importants et c'est pour ça que la cartographie par rapport à ça. Par rapport à, je dirais, à l'action, parce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus, et il faut en tout cas le voir. Souvent, on se dit, voilà, OK, ça c'est la QVT, mais comment je démarre et comment je peux commencer? Donc ça, c'est un point important et je dirais, il n'y a pas de spécificité par rapport à un projet. On retrouve les mêmes étapes, que ça soit, on va voir sur la route d'Hemming
la démarche qualité ou un projet, c'est la même. D'abord, c'est définir le besoin, la priorité. Exemple, souvent, certains évoquaient Guy sur quelle action recommandez-vous? Très bien, mais d'abord, quel est le besoin? Parce que QVCT, c'est très large et déjà, c'est quoi les axes de travail? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Sur lesquels, pour vous, il y a le plus de marge de manœuvre? Et donc déjà, c'est mesurer. Donc ça, c'est un point important. Ah, vous évoquez… Bon, oui, je t'interromps, il y a Angélique qui demande à revenir. Voilà, parfait. D'accord. Vous aviez peut-être une question, en tout cas, n'hésitez pas, hein. De toute façon, il y aura un replay pour pouvoir revoir, mais voilà, ce sont les éléments. Et en fait, on verra la QVCT, c'est des éléments, pour revenir dessus, mais en fait, retrouve les mêmes éléments de la QVT, et en tout cas, le modèle de l'ANACT. La QVCT l'a validé, l'a renforcé, comme certains l'ont évoqué, qui a plutôt validé les actions, ou en tout cas l'orientation qu'ils avaient prise autour de la QVT, qui a plutôt renforcé, et d'autres qui ont un petit peu réajusté. Vous avez peut-être des questions d'ailleurs sur cette partie-là qui sont sur la QVCT, sur On va cette passer, ouais, un slide-là en peu plus, particulier. et après, on commencera un petit peu les focus. Je regarde un petit peu le timing. En tout cas, si vous en avez, on rouvrira le chapitre à la fin en jeu de questions-réponses, mais certains en ont, n'hésitez pas. Et comme j'évoquais, voilà, il n'y a rien de spécifique, mais c'est pour ça que selon où vous êtes, parce que étrangement, sur la prévention et sur la QVCT qui est au-delà de la prévention, hein, ce n'est pas que de la prévention, il y a aussi la promotion de certaines pratiques ou certaines valeurs. L'enjeu, c'est d'abord d'où on part. Parce que pour savoir si on a un résultat, souvent, c'est ce qu'on demande, c'est quels effets, c'est quel coût et quel retour sur investissement. Il faut savoir les pratiques de prévention, les études, et on en a petit à petit, mais c'est toujours difficile parce que c'est qu'est-ce qu'on mesure entre coûts indirects et directs. Mais aujourd'hui, si on a les bonnes conditions, on a un retour de 1 pour 2. Donc, c'est très intéressant. Mais par contre, c'est d'où on part. C'est comme l'absentéisme. Des fois, certains me disent, oui, on veut réduire l'absentéisme, mais ils ne savent pas exactement combien ils en ont. Est-ce que c'est structurel? C'est quoi les types d'absentéisme? Ou comme le turnover. La question, c'est quels sont les éléments? C'est quoi les causes? Donc là aussi, c'est pour ça, la structurer, c'est quoi les chantiers? Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Ensuite, un état des lieux, c'est-à-dire un petit peu la grille de lecture. Là, je vous en présente une, l'ANAC, mais il y en a d'autres. Mais l'idée, c'est quoi qu'on va mesurer? Ensuite, il y a vraiment une logique d'expérimenter qui est très forte, en tout cas dans les préconisations autour de cette démarche, pour, au lieu de lancer toute l'orientation, surtout si elle est importante, c'est plutôt un sujet ou un périmètre, et on va voir ce que ça donne avec notre culture d'entreprise. L'enjeu, c'est plutôt, c'est quoi les outils qui vont bien marcher avec nous, qui fonctionnent bien. C'est comme certains voilà, évoqué, ont essayé les apéros, ça ne marche pas. Chacun a essayé de tester. L'idée, c'est vraiment de tester des formes, mais là, pas en dehors du travail, mais d'organisation, de fonctionnement, et de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec l'équipe, avec notre activité ou avec nos clients. Donc, c'est ça, d'où l'enjeu. Mais en fait, on va monitorer, je dirais, la qualité de vie de travail, mais aussi la performance, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que l'enjeu, il y a un enjeu durable. Souvent, on voit, nous, un petit peu par tendance, c'est-à-dire parce qu'il y a un contexte législatif ou parce qu'il y a un sujet d'actualité, où en fait, on va faire un focus. Donc, on va à un moment, par exemple, faire une petite formation, une sensibilisation ou un projet, mais en fait, on ne va pas le faire poursuivre. Et ça, c'est un enjeu, c'est que même si vous changez de sujet, il faut qu'il y ait une dynamique et, je dirais, une structuration et une logique, parce que tout ça, c'est la démarche, par exemple, votre politique handicap, la politique senior, la politique de recrutement, la politique de parcours accompagnement de formation et parcours de carrière. Tout ça, en fait, normalement, c'est une logique et un tout, et qui vont favoriser la QVC comme la performance. Et c'est pour ça que vous n'avez pas attendu que ça, on dirait, ça s'appelle de la QVCT pour le travailler. Mais l'enjeu, c'est qu'il faut le valoriser. Ça peut être instruit, ça veut dire que déjà, vous faites des éléments, mais au contraire, l'idée, c'est de faire des zooms. Donc justement, sur quoi nous, par exemple, si souvent la question que je pose, c'est 2023, c'est quoi votre sujet phare de la QVCT? La QVCT, voilà, c'est pas, par exemple, certains me disent c'est de la formation. Mais ça, c'est encore un moyen. L'enjeu, c'est où faire un baromètre. Voilà, un baromètre social. OK, mais l'idée, c'est quoi les effets que vous voulez? Est-ce que c'est sur la performance? Est-ce que c'est concrètement comment vous le mesurez et d'où vous partez et combien de temps vous donnez, je dirais, à l'organisation d'absorber et d'intégrer les changements? Concrètement, c'est qu'est-ce que ça va changer? D'ailleurs, souvent, c'est une question que posent les salariés. OK, on fait ça, mais concrètement, ça va changer quoi? Et c'est là où on rentre au cœur du sujet. Et voilà, on retrouve, comme les points qu'on évoquait autour de cette démarche, 6 piliers qu'on retrouve assez fréquemment en termes de mesures.
et c'est comme sur un chiffre d'affaires, hein, tous les démarches projets, au début d'où on part, on le monitore. La question d'une dynamique participative, et c'est surtout l'intégration et le processus. J'évoquais la logique d'alimentation. Et il y a un enjeu voilà, vraiment beaucoup sur le dialogue professionnel. Ce que je dissocie du dialogue social, hein, le dialogue professionnel, c'est avec les équipes, c'est-à-dire la direction, le terrain, les managers de proximité. Pour moi, j'entends, quand je dis équipe, c'est vraiment cette composante. Et, voilà, et souvent, des fois, c'est qu'est-ce qu'on appelle une équipe, etc. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est d'avoir ces éléments-là, de le construire. Certains, voilà, on construit, on par exemple, rédige un accord. Quand on a une petite structure, on n'est pas forcément nécessaire de passer par un accord. Ou par contre, on a pris un sujet qui était par exemple la conciliation de vie privée et professionnelle, qui a été un des sujets, qui est en fait une des thématiques de la QVCT. Mais en fait, ça rentre dans votre démarche QVCT et peut-être l'année dernière, vous avez travaillé ce sujet-là. La question, c'est est-ce qu'on a épuisé le sujet ou au contraire, on est sur un autre sujet maintenant. Donc, c'est tout l'enjeu de la structurer et de voir dans le temps pour qu'il y ait du sens dans les actions et qu'on n'ait pas des actions isolées un petit peu à droite, à gauche et qu'on perde le fil et un petit peu le sens de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça, c'est vraiment un des points importants. Et c'est pour ça, nous, l'idée, voici un petit peu ces différentes facettes. Hein, et vous voyez, la QVCT, en tout cas, ils ont remis à jour les 6 grandes pétales, comme ils disent. Et nous, on va faire un petit focus sur un sujet, en tout cas, qui revient très souvent, qui va porter justement sur la fidélisation et plutôt sur la reconnaissance. On fera un focus plutôt sur l'aspect un petit peu prévention, plutôt les situations dégradées. Mais là, l'enjeu, c'est un enjeu de fidélisation, parce qu'on évoquait sur la marque employeur, l'enjeu est une question externe, mais aussi interne, qui est très forte, et qui pour nous était intéressant. Et pourquoi puisqu'on a eu récemment, là, on avait, je dirais, une étude, une enquête, qui a montré que 37% des collaborateurs souhaitaient partir. Donc on voit, et ce critère en plus est en augmentation. Donc en fait, de plus en plus, déjà on voit des carrières de plus en plus morcelées, souvent au bout de 3-4 ans, et c'est normal, hein, on voit la motivation et l'efficacité qui se croisent, mais on a aussi un effet, et ce qui peut être une difficulté pour les équipes, on parlait de pratique, de valeur, d'engagement, alors que si on a tout le temps un renouvellement des effectifs, ou même de stabilisation, ou je dirais, de structuration, ou garder les compétences ou les talents, ça pose des difficultés par rapport aux équipes, aux compétences, ou même au management. Combien de fois où moi j'interviens sur des structures où ils me disent en 4 ans, on a eu 4 managers différents avec 4 façons de faire différentes. Et c'est là où ça peut être perturbant, mais comme pour les collaborateurs. Donc là aussi, l'idée, c'est bien sûr, voilà, il faut du renouvellement, mais si on a trop de renouvellement, ou en tout cas, et la question ensuite, c'est les causes. Est-ce que c'est les causes parce que les points? On a plusieurs effets, et on va le voir. Un des premiers critères, et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui souhaitent partir, en majorité, on observe chez eux, en tout cas, ils s'évaluent 2 fois plus de détresse psychologique. Donc, il y a aussi une question de comment je me sens dans mon organisation. Et si je me sens mal, ce qui paraît logique, hein, une des premières options, si on a la possibilité, des fois, c'est de trouver notre opportunité. Et ce qui est intéressant, et nous, on va faire le focus notamment sur le deuxième, les 5 causes principales, en tout cas sur l'échantillon, hein, parce que peut-être chez vous, ça peut bouger hein, d'un individu à l'autre, mais en premier lieu, récemment, c'était la rémunération. Le deuxième, la reconnaissance, évolution professionnelle, ambiance et management. Sachant que les 4 suivants, et nous on va faire un petit focus sur la reconnaissance, ça rentre en fait dans la question de la QVCT. Même la rémunération, qui peut être les systèmes de rémunération et de primes, peut rentrer. Mais si on le scinde un petit peu, les 4 autres, on est plutôt sur des relations de travail, des fonctionnements, de l'accompagnement, des pratiques managériales. Et tout ça, en fait, sont des outils qui doivent concourir en fait, des actions de promotion de QVCT. Et à mon avis, vous avez déjà des actions par rapport à ça, mais des fois, certains sont construites, formalisées. C'est là, on va voir l'idée selon les zooms et les besoins d'adapter. Est-ce que là, justement, voilà, je regarde si certains rebondissent, est-ce que ça, c'est des choses à cause de ces 5 principales? Ouais. Merci de Laurence du retour. Mais c'est pour ça que certains, et c'est pour ça que ça peut être cumulatif, hein, mais l'enjeu, c'est que, et d'ailleurs, par exemple, quelque chose de simple à mettre en place, mais qui est très intéressant, c'est des entretiens de départ. C'est-à-dire, même s'il part, nous expliquer le pourquoi, le comment. Donc, et justement, voilà, dans les 5, en fait, on a les 4, le 2, 3, 4, 5, qui peut relever d'actions
qui peut être dit rentrer dans un plan de promotion de la QVCT. Donc justement, voilà, sur les pratiques de reconnaissance. Donc là, on fait un petit focus. Si je reviens en arrière sur la petite bulle, ici, nous, on va être dans la partie un petit peu managériale et relations professionnelles. Donc, on se situe un petit peu sur ces deux chantiers-là. Où vous en êtes? Est-ce que tu peux lancer le sondage, le rapport connaissance, pour voir si, je ne sais pas d'ailleurs si certains sont familiers ou pas, ou connaissaient un petit peu ces 4 distinctions qu'on fait des formes de reconnaissance. Justement, on va voir un petit peu le sondage. Je regarde en même temps les petits chronos. On arrive à la moitié de notre webinaire. Reconnaissance des résultats. OK. D'accord. Certains ne sont pas forcément familiers avec ces notions. En tout cas, on va voir un petit peu, parce que OK. Pour l'instant, ça respecte un peu la logique que moi j'observe de l'accompagnement, où on voit une forte proportion à la question, voilà, de la reconnaissance des résultats. Okay. Ça marche. Merci pour le retour. Et donc voilà, c'est ce qu'on observe. Je ne sais pas si vous voyez où la publication là, du sondage. Hop. Voilà, pour partager les résultats. Merci Richard. Et voilà, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la principale reconnaissance, et même d'ailleurs certains managers le retour, peut-être que certains de vous ont, c'est on n'a pas de levier financier ou en tout cas de reconnaissance pécuniaire ou monétaire, et donc on ne peut rien faire. Et c'est là où en fait il y a plein d'autres formes de reconnaissance et qui coûtent des fois peu cher et qui sont tout aussi puissantes selon les individus, bien sûr, parce que chacun va avoir une hiérarchie différente de ces éléments-là. Mais on voit beaucoup aujourd'hui, voilà, en tout cas les formes de reconnaissance vont beaucoup plus se centrer sur le résultat que sur les autres formes de reconnaissance. Alors que les résultats, des fois, on ne va pas toujours les maîtriser, alors que les 3 premiers sont tout aussi essentiels en fait, pour générer de la reconnaissance, même si on verra, peut y avoir quelques effets un petit peu pervers, notamment. L'enjeu, ce n'est pas de générer l'esprit de compétition en interne, parce que ça, en fait, c'est plutôt défavorable à la performance, hein, toutes les études le montrent. Mais l'enjeu, c'est bien de promouvoir cette motivation et cet engagement par la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu au travers quelques exemples, et d'ailleurs qui ne passent pas que par le manager. Donc justement, on avait une petite illustration pour pouvoir un petit peu illustrer ce point-là. D'ailleurs, si certains connaissent mise au placard, qui peut relever, dans le cadre de la loi, d'une forme de harcèlement moral. Mais l'idée, c'est un petit peu sur le ton humoristique, c'est-à-dire que la reconnaissance, on a plusieurs éléments. Ceux qui connaissent peut-être ou ceux qui connaissent moins, pour juste expliquer, en fait, on va dissocier les formes de reconnaissance, je dirais, de la personne des résultats, un petit peu du produit. Et c'est là où souvent ceux qui sont un petit peu moins connus ou qui méritent un petit peu d'être, je dirais, formalisés, explicités, c'est pour ça qu'on a fait choix un petit peu de le partager parce qu'ils sont peu connus, c'est un petit peu sur les processus de travail qui, même justement quand on n'a pas remporté un marché ou développé un chiffre d'affaires ou en tout cas avoir des résultats de production ou en tout cas probants, malgré un investissement, malgré une pratique de travail, comment les rester motivés et finalement reconnaître pour justement continuer et espérer la prochaine fois. Et c'est pour ça que d'abord on parle de la personne. On verra, la reconnaissance émotionnelle, c'est le bonjour, merci, au revoir, c'est reconnaître que les individus les respectent tout à chacun, quelle que soit la position hiérarchique. Donc déjà, c'est reconnaître la personne en tant que telle. Un exemple dans l'autre sens, c'est un salarié qui me dit ça fait 3 mois que j'ai une nouvelle direction, je ne les ai jamais rencontrés. Et donc ensuite, c'est comment ils évaluent, comment ils sont reconnus, est-ce que s'ils évoquent des évolutions, comment c'est légitime. Donc en fait, on a ces aspects-là. Et ou à l'inverse, sur la pratique de travail, certains évoquaient où j'ai donné à mon dossier et j'ai eu une félicitation, ou sur ce dossier-là, et à l'inverse, j'ai déposé un dossier, ça fait 1 mois, j'ai toujours pas eu de retour, alors que c'était quelque chose d'urgent, d'important pour moi, et j'ai eu aucun retour sur ma pratique ou mon investissement. Et en plus, ça n'a pas généré de résultats. Donc en fait, l'idée, c'est de voir quelles sont les politiques et les actions qui sont menées, que ce soit par vos managers, par les politiques RH que vous menez, sur ces 4 champs qui forment la reconnaissance et qui sont liés avec la motivation, la performance, l'ambiance de travail,
et qui vont générer plutôt des effets positifs, ou voire même être facteurs protecteurs. Et notamment sur un point qui, là, en tout cas, qu'on a mis en lien, sur le fait d'être satisfait et finalement de rester ou pas dans une structure. Et, hop. Et comme j'évoquais, voilà, l'organisationnel peut avoir plusieurs formes. C'est voilà, reconnaître l'individu en tant que tel, mais c'est le fait de l'informer régulièrement, de le consulter, de l'associer à la participation, on parle de la décision, ou même de construire son propre parcours professionnel. Donc l'enjeu, c'est comment on intègre l'individu en tant que tel. Et donc c'est pour ça, souvent, il y a les questions d'égalité qui se posent ou d'équité, sachant qu'il y a souvent une confusion beaucoup pour les salariés entre équité et égalité. Mais voilà, un des premiers points, et de manière très souvent, très simplement, c'est le bonjour, merci, au revoir. Ça, c'est la reconnaissance essentielle qui paraît anecdotique, mais voilà, qui a beaucoup de poids. Quand des fois, certains nous disent, ils nous disent même plus bonjour. Ou par exemple, j'ai un manager qui se pose la question, mon équipe ne vient pas me dire bonjour. Donc à l'inverse, est-ce que c'est à moi de venir le voir? Est-ce que c'est une action de ma part? Est-ce qu'il y a une problématique? Le fait que voilà, dans l'équipe, on ne se dit plus bonjour. Certains évoquaient justement la question, on est en télétravail, comment on fait un petit peu le tour, je prends la température, comment voilà, je communique de manière informelle et j'arrive à reconnaître chacun. Donc c'est là où on voit que hier, il y avait des pratiques spontanées par la proximité ou les open space qui aujourd'hui à distance ont besoin d'être évoqués parce que derrière, il y a des formes de reconnaissance. Et par exemple, un critère souvent qui est pas forcément perçu et qui est par contre connu, il y a la question de la visibilité. Quelqu'un qui travaille bien mais qui ne va pas être vu, il va être moins bien perçu par son manager. Et ça, il faut l'avoir parce que c'est un biais. Si on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'est pas présent ou visible. Et l'enjeu, c'est bien que les salariés produisent et pas passent leur temps à communiquer sur leur production, même si les deux vont de pair. C'est comme si vous mettez une action de prévention ou vous faites une action de QVCT. Si elle n'est pas connue des salariés, pour eux, vous n'avez rien fait. Donc, ils n'ont pas le sentiment qu'ils soient intégrés, qu'ils soient pris en compte et donc reconnus. Donc ça, c'est justement sur la reconnaissance. Sur la reconnaissance de la pratique au travail, c'est plutôt voilà, comment elle va faire sa tâche, quelles sont ses compétences et ses qualités professionnelles. Donc ça va rejoindre un petit peu le savoir-faire, le savoir-être, et ça va être plutôt voilà, le retour des pairs, la contribution particulière. Et c'est là où on peut avoir des programmes plutôt relationnels. Ça, c'est plutôt pour les grosses structures, mais même dans les petites structures, c'est comment voilà, on donne des prix. Donc des fois, ça peut être des choses intéressantes, mais faire le bilan, et pas uniquement sur le résultat, mais aussi l'investissement ou les difficultés rencontrées. Exemple, on a eu autant de résultats, mais par contre, on a eu des difficultés parce qu'il y a eu des arrêts, il y a eu des situations de tension, ou même, suite au Covid, il y a eu des pics d'activité et la charge n'était pas du tout lissée. Donc là aussi, c'est l'enjeu de voir comment reconnaître, sachant que la reconnaissance n'est pas uniquement, je le dis parce que pour moi c'est implicite, mais il faut que je l'explicite justement, que n'est pas versant individuel, mais aussi sur le versant collectif. Donc ça, c'est un point important. Donc il y a la question aussi des fois de reconnaissance d'équipe, et pas uniquement individuel. Par exemple, un sujet qui apparaît très souvent, c'est comment on travaille, entre guillemets, entre équipes, entre services, qui pose beaucoup de difficultés, parce qu'on va plutôt se recentrer sur son activité, ou voire même individuelle, dans certaines équipes où la difficulté, c'est collaborer ensemble, se coordonner. Donc ça, c'est des points. Ça, c'est la pratique de travail. Et la reconnaissance de l'investissement. Donc là, de la même manière. Et là, c'est plutôt, voilà, des fois, on n'a pas acheté de résultats, mais on s'est investi. Alors attention un peu où l'investissement, ou des fois dans certains secteurs, c'est la conscience professionnelle, c'est le surinvestissement. Peut-être certains ont entendu parler récemment du quiet quitting, hein, c'est le fait un petit peu de se désengager et de partir de son travail, ou en fait de refaire juste ses horaires. En soi, c'est normal. L'idée, c'est qu'il fasse ni moins ni plus. Donc ça, c'est un des points. Donc sur justement l'investissement, c'est voilà, quels sont l'investissement? Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, dans plus en plus d'activités, ce n'est pas le nombre d'heures face à votre écran ou votre tâche, c'est plutôt est-ce que vous êtes concentré, impliqué et qu'est-ce que vous produisez. Sauf que la loi, le cadre réglementaire nous dit un cadre, et encore, il y en a beaucoup qui sont en jour, au forfait jour, mais certains sont au forfait horaire. Et là encore, peut-être certains ont évoqué sur la semaine du 4 jours, certains ne sont pas encore à la semaine du 5 jours. On a de plus en plus de débordements sur justement des horaires tardifs, etc. Et c'est pour ça que l'exemple de pratique de la déconnexion se pose et ne doit pas être un levier en fait, de surinvestissement ou même de désinvestissement si en fait on fait ces horaires, je dirais, classiques. Ça devrait être la norme.
D'ailleurs, souvent, dès qu'on dit normalement, ça veut dire qu'on n'est pas dans les clous. Donc, après, à voir, mais là encore, on a des contraintes légales, même si c'est volontaire ou pas du salarié. C'est à l'organisation de prendre soin par rapport à ça. Et le dernier, que certains, beaucoup, à mon avis, vous avez beaucoup de leviers. Et c'est pour ça que l'idée derrière la reconnaissance, c'est surtout favoriser les 3 autres formes qui sont souvent peu, je dirais, utilisées, ou en tout cas favorisées par soit les mécanismes, je dirais, monétaires ou pas, ou accentués vers les managers. C'est pour ça qu'un manager, ou des fois les salariés me disent, bah, mon manager sait venir vers moi quand il y a une difficulté. Par contre, me dire merci ou un bon investissement, ça, il est beaucoup plus en difficulté. Et même si, entre guillemets, on peut dire oui, c'est normal, il fait juste son travail, oui, mais de quelle manière, comment? Et l'enjeu, c'est de continuer motiver, etc. Là encore, la reconnaissance ou même je suis impliqué dans le projet, bah, si je suis impliqué dans un projet, j'ai moins de chances de partir. Des fois, ce n'est pas forcément je suis impliqué dans l'entreprise, mais je suis impliqué dans le projet, dans ce que je fais, et je n'ai pas forcément envie de tout lâcher, même si je vois des conditions plus favorables à côté. Et donc, c'est aussi une forme de rétention. Mais là encore, il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance, parce que l'individu va équilibrer et va générer ses efforts, sachant qu'en plus, on a un biais cognitif, on a toujours l'impression qu'on perçoit un petit peu moins, ou en tout cas, pour équilibrer un positif, un négatif, il faut plusieurs points positifs. Donc déjà, ce n'est pas équilibré parce qu'on a des biais cognitifs, mais des fois, ce n'est pas forcément des pratiques où certains ne vont pas le faire spontanément. Et je dirais, ça ne s'apprend pas. Je vois Angélique qui pose la question de l'investissement démontre un problème de déconnexion. En tout cas, le surinvestissement. L'enjeu, c'est juste de dire qu'il faut que vous trouviez une organisation qui est soutenable. Exemple, si vous êtes obligé de faire 2 heures, 3 heures, ou d'épurer vos mails en congé, le soir, ou tardivement, et en fait de déborder à chaque fois du cadre du travail, c'est là où, si c'est régulier, en fait, il ne faut vraiment pas le voir comme une flexibilité ou c'est comme ça chez nous, il faut voir ça comme un dysfonctionnement et le traiter. Parce qu'en fait, à terme, ça va ça va l'épuiser et en fait, ça va générer des difficultés individuelles. Mais en fait, c'est là où on parle de conditions de travail. C'est comme si dire, on regarde les conditions de travail, mais à côté, on explose les temps de travail. Et ça, c'est un petit peu le gros problème et personne n'en parle. C'est pour ça que la question des mails, ou voilà, moi j'en ai une petite classe électronique, pose question et ça va de soi. Et par exemple, souvent, la question qui m'est rétorquée, c'est mon choix. Par exemple, un salarié me dit, mais ou un manager dit, c'est mon choix voilà, de travailler le week-end, etc. Oui, sauf qu'en fait, c'est peut-être votre choix, mais il y a un cadre légal et c'est en fait, on sort du cadre légal. Donc, ça peut engager l'employeur et en plus, c'est des pratiques qui ne génèrent pas forcément de performance. À court terme, oui, moyen terme, c'est plutôt une dégradation de la performance et donc derrière, de la satisfaction et ça peut générer plus de départs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien voir à court terme et à moyen terme. Et l'enjeu, j'imagine, votre structure, c'est à moyen terme, voire à long terme. Donc, en fait, il y a des stratégies à court terme qui ne sont pas efficaces. Et ça, il faut bien le voir, sauf qu'on a un biais, c'est qu'on va préférer plutôt des stratégies à court terme. Et c'est pour ça que souvent, il y a des situations d'évitement et que des managers ne vont pas recadrer ou vont aller tout le temps vers les uns ou vers certains. Mais l'enjeu, c'est que la question du surinvestissement, il faut faire attention. Parce que, par exemple, quand après, vous êtes en entretien d'évaluation et vous évaluez 2 salariés, sauf qu'il y en a un, entre guillemets, qui triche, qui va faire beaucoup plus d'heures, vous le savez, mais vous ne le régulez pas, ça peut poser question. Le souci, c'est que les premiers qui essayent d'appliquer ces choses, les RH, peut-être vous, moi-même, des fois, dans certains cas, on est encore les moins exemplaires. Souvent, même si ça commence à déborder de plus en plus sur l'ensemble des activités, les premiers concernés par la main pour pratique de la déconnexion, c'est les membres de la direction. Donc déjà, c'est pourquoi eux, en fait, on arrive à des éléments. Mais il y a tout un questionnement et c'est pour ça que si on traite des petits sujets ou en dehors, ok, les complexes, l'ambiance de travail, mais en fait déjà la charge de travail où on voit c'est-à-dire des mails après 23 heures et il y a des activités qui sont sur plusieurs fuseaux horaires et donc oui, j'ai une conf call à 8 heures, mais c'est ce que j'ai commencé en 8 heures, 8 heures, alors qu'on sait qu'au-delà d'11 heures d'amplitude pause incluse, on est plus efficace. Donc l'idée, c'est de trouver, voilà, et sachant qu'avant, on avait des pics et des temps creux, aujourd'hui, il y a de plus en plus de pics et de débordements. C'est comme certains, peut-être vous avez eu il n'y a pas longtemps le dossier QVCT, ok, c'est un dossier supplémentaire, alors que ma charge, elle est déjà pleine. Là, l'enjeu de la QVCT, ce n'est pas un nouveau dossier, c'est si j'en ajoute un, qu'est-ce que j'en enlève et c'est quoi ma priorité? Et c'est de le faire collectivement. Et c'est pour ça que sur l'investissement, la reconnaissance, etc.,
c'est de bien essayer le curseur, parce que si on regarde que les résultats, quel que soit l'investissement, on peut avoir un des effets, et des fois, on ne maîtrise pas toujours le résultat. Parce que ça peut être les collègues, ça peut être les clients, ça peut être le contexte économique, tout dépend un petit peu des éléments. Et l'enjeu, c'est de les garder motivés, qui continuent justement à produire des résultats. Donc c'est pour ça les différentes formes de reconnaissance sont importantes à pousser. Et c'est pour ça une petite illustration pour justement, voilà, c'est la carotte, c'est un élément. Mais ce qu'il faut voir, et c'est là où le manager ou le RH, il faut qu'il voit que la carotte, il faut le penser individuellement et collectivement. Et des fois, ce n'est pas le même objet. Dit autrement, si vous essayez de motiver ou de reconnaître les résultats, alors celui qui arrive juste ce résultat, alors que les autres sont déjà à des bornes, ça peut démotiver les autres. Donc là aussi, il faut avoir aussi une conception collective de ce sujet-là, et pas uniquement une approche individuelle par l'entretien annuel, l'évaluation, par le biais manager. Il y a aussi tout un ensemble à questionner autour de la reconnaissance. Je vois que je déborde largement, il va falloir que j'avance. Tout autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, qui est plutôt sur le versant ce qu'on veut prévenir, parce que souvent, et d'ailleurs c'était un tort de la QVT, qui était plutôt uniquement le versant positif, c'est-à-dire c'est que des choses positives, et les risques, les difficultés se sont dégradées, on ne préfère pas en parler. Il faut savoir que de toute façon, des fois c'est le même élément, mais c'est un ensemble. Et c'est pour ça qu'on voulait aborder avec vous la question des agissements sexistes. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, récemment et hier, c'était la journée de la femme, mais au-delà de ça, c'est un sujet qui est assez récent, j'ai plutôt l'actualité qui le pose, mais qui a encore du mal à être pris en compte et qui est très peu connu sur les agissements sexistes. Et c'est pour ça, sur les agissements sexistes, donc si on regarde notre QVCT, ça relève de l'égalité professionnelle, et c'est un des critères que peut-être certains ont contribué ou ont mis en place dans l'accord, ou souhaitent le mettre en place pour pousser ces éléments-là sur justement l'égalité homme-femme, donc toutes les formes de discrimination, ou notamment les agissements sexistes. Donc je rappelle, agissements sexistes, ce n'est pas des formes de harcèlement sexuel non répété, d'ailleurs même le caractère répété de le harcèlement sexuel n'est pas, comment dire, il a été, je dirais, minoré par rapport à la jurisprudence, mais c'est tout ce qui va être en lien avec justement un comportement ou des paroles qui peuvent porter atteinte et qui va en fait lier le sexe d'une personne avec un élément. Et c'est pour ça, on va le voir, dès qu'on va lier compétence et sexe, il n'a aucun rapport, en fait, ça relève d'un agissement sexiste dans le cadre du travail. Parce que là, dans le cadre du travail, code pénal, on a l'outrage sexiste pour ceux qui connaissent, mais qui est encore autre chose et qui ne relève pas. Donc là, c'est vraiment dans le cadre du travail. Et là, l'agissement sexiste, la loi ne dit pas c'est votre avis ou pas du sexisme, c'est est-ce que ce propos est sexiste ou pas, c'est la loi dit que ça c'est sexiste, c'est un agissement sexiste et normalement il est illégal et donc on doit le prévenir. C'est pour ça, on vous a proposé quelques exemples parce que souvent certains sont bien identifiés et d'autres sont moins bien connus. Et on vous avait proposé une première, on va démarrer le sondage. Je peux démarrer le sondage. Bien le choix. Pour voir un petit peu votre avis. Je vois que la plupart disent que la loi réprime ce genre de propos. D'autres, on est d'accord que, déjà c'est intéressant, c'est que pour vous, en tout cas pour notre petit panel, tout le monde est d'accord que c'est un comportement sexiste, mais certains disent la loi la réprimande, d'autres c'est non condamnable. En tout cas, ça relève d'une faute. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux mettre fin au sondage et publier pour le partager avec tout le monde? Merci Richard. Voilà. Alors, donc on est tous, en tout cas, notre petit panel, et tout le monde est au clair sur le fait que ça relève du sexisme. Alors on va essayer de dire pourquoi, mais est-ce que ça relève du cadre de la loi? Alors, pour premier, est-ce que c'est quelque chose de sexiste?
Alors, pourquoi ça relève du sexiste? Et d'ailleurs, que ça soit Kaby, d'ailleurs, certains m'avaient une fois posé la question, si c'est un homme ou une femme, en soi, ça ne change rien. Peu importe d'ailleurs l'émetteur ou le récepteur, c'est le message en fait. Et là, l'enjeu, c'est est-ce qu'on associe le fait que quelqu'un est séduisant ou pas à le fait qu'il soit compétent ou pas, ou même que ce soit un critère de choix pour dédier une équipe. Et c'est là où d'ailleurs, dans certains critères, par exemple, je sais dans le secteur d'activité de vente, il n'y a que les critères spécifiques de mannequinat, par exemple, où on peut dissocier homme ou femme dans une annonce, mais dans certains cas très spécifiques, dans d'autres, en fait, tout ça relève d'un agissement sexiste, par exemple ce propos, et en fait, peut relever du cadre de la loi. Et c'est pour ça que l'enjeu, ce n'est pas est-ce que c'est sexiste ou pas, même si les deux disent que ça ne relève pas du sexisme, dans le cadre de la loi, en fait, ça peut être répréhendé. Là, tout le monde est d'accord sur ça. Et en fait, on va voir que, si je reviens, hop, je vais juste revenir dessus, ça relève du sexisme ordinaire. On va voir, il y a plusieurs formes. Ce n'est pas du sexisme hostile, souvent qu'il y a des critères négatifs. On va voir quelques exemples assez faciles de voir. Là, c'est plutôt, on dit plutôt du sexisme bienveillant, parce que soit on ne veut pas forcément penser à mal, mais surtout c'est plutôt des éléments positifs, parce que c'est plutôt valorisant, dire que quelqu'un est séduisant, est joli ou est charmant. Mais en fait, ça ne doit pas être un lien, et d'ailleurs, il n'y a aucun lien entre le fait qu'il soit séduisant ou compétent. Il y a beaucoup de biais par rapport à ça. Très souvent, les critères de beauté d'ailleurs sont subjectifs, mais on pense que quelqu'un qui est plus séduisant est plus compétent, alors qu'il n'y a aucun lien. Mais, et là, justement, la loi dit qu'il ne faut pas encadrer. C'est comme l'âge ou la compétence, le nombre de cheveux, la couleur de peau, ou toutes les formes de discrimination, en fait, de les associer à, je dirais, la compétence, il n'y a pas de lien. C'est des croyances, c'est des avis. Et là, le cadre de la loi dit ça, et notamment sur le sexisme, ça veut dire tout ce qui va relever de compétences et genre. Dès que vous associez compétences et genre, et c'est là, on va voir sur le ton de la blague, sur le ton humoristique ou même valorisant pour dire, on va voir quelques exemples. Voilà, tout ça, en fait, relève de la loi, est un comportement sexiste. Et en fait, je dirais, la cadre de la loi va beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire, je dirais, entre certains collaborateurs. Après, certains me disaient, par exemple, est-ce que si on est entre nous, est-ce qu'on peut faire des blagues sexistes, même si, par exemple, ça propose… En fait, là encore, si on change le contexte, ce n'est pas des contextes, des blagues sexistes, mais c'est des blagues racistes, mais c'est qu'entre nous, on est d'accord, est-ce que, en fait, normalement, la loi dit, dans le cas de travail, il ne peut pas y avoir ce type de propos, c'est comme des insultes, même si on est d'accord. Et en fait, l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, certains sont tellement intégrés que déjà, on ne se rend pas forcément compte. Mais l'idée, c'est bien comment éviter et faire attention à ça, parce qu'ils sont tellement intégrés qu'on en fait beaucoup, notamment sur le sexisme ordinaire. Alors c'est pour ça, avec Richard, on avait fait une petite collection. Donc justement, là, on n'a pas fait de sondage, mais n'hésitez pas à rebondir sur le chat par rapport à ça. Sur, voilà, tu pourrais mettre des jupes de temps en temps, on serait plus féminine. Ça, c'est plutôt sexisme hostile. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'ambiguïté sur, oui, on est d'accord que ça, un, c'est un agissement sexiste, et deux, en fait, ça rentre dans le cadre, aujourd'hui, c'est plus possible de le dire. Et ça, c'est plus facile. Sur notre deuxième, et par exemple, c'est notre sujet, et je l'entends souvent, ou même par exemple en tant que psychologue, mes collègues, par exemple, l'entendent, ou même par rapport à ça, ah, c'est bien d'avoir des femmes DRH, elles sont plus à l'écoute. Ou le management paternaliste ou maternant. Là encore, on associe en fait des stéréotypes où le genre ou le sexe a une compétence et qu'il n'y a pas de lien. C'est comme il n'y a pas de lien, le fait qu'on soit un homme, mais même si dans l'imaginaire et dans nos préjugés et nos stéréotypes, certaines compétences sont plutôt associées au masculin et au féminin, mais dans les faits, aucune n'est vraie. Donc c'est pour ça, l'enjeu, c'est bien de ne pas se dire quels sont les stéréotypes des uns et des autres, mais c'est-à-dire que associer ces deux éléments, c'est un point. Donc ça, c'est vraiment un point. Et c'est pour ça, là, on relève plutôt du sexisme bienveillant, parce que c'est pas, voilà, entre guillemets, l'idée, c'est pas de nuire, mais c'est plutôt favorable, ou c'est comme, ah, parce que toi, tu es un homme, tu peux faire ça, ou tu es une femme. En fait, normalement, ça ne doit pas relever d'une compétence particulière, sauf dans certains cas, et qui est très spécifique, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir et faire attention à ça. D'autant plus que là, bien sûr, c'est isolé contextuellement, mais quand on met le contexte de manière répétée, on a plein de tous ces éléments-là. C'est là, en fait, où, en plus, c'est des formes de difficultés que peuvent le vivre
même dans le cas de souvent de harcèlement, isoler, c'est difficile. Donc voilà, on avait différents exemples. Donc voici un petit peu les différentes formes. On n'aura pas le temps de les évoquer puisqu'on va faire attention aussi au timing, on va essayer de préconiser. Mais voilà, toutes les remarques, les incivilités, tous les points sont intéressants. Vous verrez on mettra de toute façon le replay, mais, et puis si certains demandent le support, n'hésitez pas. Mais voici quelques illustrations qu'on avait évoquées, qui est intéressante et qui met en exergue des éléments qui concourent. Et donc, et plein de propos que certains ont pu entendre, plein de questions voilà, de la sensibilisation. Certains ont pu déjà soit l'effectuer, soit le partager. Et ça, c'est un point important parce que, justement, notamment, il y a tous les petits noms, que ce soit homme ou femme, hein. Très souvent, tous les surnoms, d'ailleurs, normalement, n'ont pas lieu d'être et peuvent être pas forcément bien acceptés. Et souvent, une qui est très questionnée, notamment sur l'égalité homme-femme, notamment sur la question de la carrière, la question notamment qui était en lien avec le salaire, qui a été encore rappelée, où il y a quand même une différence assez importante. Et même quand on sort les discontinuités liées à la maternité, qui n'est pas égale par rapport aux hommes et aux femmes, on retrouve des plafonds de verre, des enjeux, des rémunérations, et en tout cas qui a un impact qui sont structurels. Ça ne veut pas dire que dans votre entreprise, de manière individuelle, c'est le cas, mais l'enjeu, c'est qu'on voit qu'il y a des fonctionnements et que l'idée, c'est de les corriger pour justement retrouver une égalité, alors qu'en fait, on a des éléments discriminatoires. Alors, sachant que les agissements sexistes peuvent être à l'encontre d'un homme ou d'une femme, mais c'est que globalement, on sait que la plupart des victimes d'agissements sexistes sont des femmes, mais les hommes aussi peuvent être tout à fait. C'est pour ça que je dis que l'émetteur ou le récepteur des femmes peuvent porter des propos sexistes liés à d'autres femmes. Il n'y a pas ou des hommes vers les hommes. Ça, il n'y a pas du tout de difficulté par rapport à ça. Et là encore, ce n'est pas l'avis des personnes qui compte, c'est les éléments structuraux. On l'évoquait, et là, pour vous rappeler un petit peu le programme, par exemple, bien sûr, c'est construire un programme, mais souvent, c'est déjà ce qui est prohibé ou pas. On l'évoquait dans le petit sondage. Là, le petit panel, pour beaucoup, évoquait que oui, c'est toujours une relation sexiste. Moi, j'avais pu faire des sensibilisations et des petits sondages comme ça, où beaucoup déjà ne les notifient pas, en fait, n'arrivent pas à mettre la limite. D'ailleurs, sur le harcèlement sexuel séduction, il y avait beaucoup de sujets. Déjà, agissement sexiste, où c'est déjà un peu moins visible, mais là encore, il y a des choses. Quand on a les critères, c'est assez simple de les repérer. Voilà, compétences et genre ou sexe, il n'y a pas de lien de cause à effet, donc il ne faut pas les rattacher, et encore moins les affilier, qui peut mettre en difficulté certaines personnes. Voilà en tout cas les points, mais qui sont, si certains d'ailleurs veulent les sources, hein, on pourra communiquer les sources, mais l'enjeu souvent, voilà, c'est… Et ça, voilà, la prévention, par exemple, et les politiques relèvent encore de la QVCT. Et c'est pour ça qu'on a voilà, différents chantiers, et aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas d'ouvrir tous les chantiers. Des fois, l'accord, on va évoquer tout ça, c'est quel chantier en priorité, où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, de quoi on a besoin, c'est quoi notre priorité. Et tout ça, l'enjeu est pour nous, c'est pour ça qu'on finit sur un petit peu ouvrir, et on va commencer un peu à répondre à certaines questions. Voilà, c'est où vous en êtes, est-ce que certains ont fait un diagnostic, ont fait un état des lieux, on fait peut-être un baromètre, ou en tout cas ont des éléments de données pour savoir d'où ils partent, pour évaluer où ils vont, et voilà, c'est quoi les axes de travail. Et moi, je serais très curieux d'avoir votre retour sur 2023. Voilà, est-ce qu'il y a un sujet phare? Là, on a mis focus sur 2 petits points, mais il y en a plein d'autres, en fait. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, voilà, il y a des questionnements sur certains sujets? Est-ce qu'il y a des axes de travail que vous voudrez pousser? Je vois Linda qui évoque voilà, les compétences dans ce domaine. Alors, c'est quel domaine? Et là, comme je viens de switcher, est-ce que c'est le fait justement voilà, de structurer, piloter? Est-ce que c'est plutôt certains sujets, notamment sur la question de prévention sexiste et des agissements sexistes? Il y a un petit peu les Merci beaucoup, questions. Laurent, hein, merci beaucoup, Laurent, pour ce panel complet sur la QVCT. QVCT de base, d'accord. Ok, oui, donc c'est ce qu'on avait évoqué un petit peu, ce que j'ai un peu introduit. D'ailleurs, on avait rajouté.
Des solutions digitales. Alors oui, il existe des outils justement, soit par exemple des fois pour monitorer ou de plus en plus voilà, pour prendre des questionnaires. Mais là encore, je dirais, c'est un outil, c'est un moyen. Là encore, pour moi, les outils ou les moyens comme l'information, l'enjeu, c'est d'abord, c'est quoi votre cible? C'est quoi votre thématique et les résultats de manière très concrète. Donc, c'est pour ça que ça peut partir du terrain. Et après, vous verrez voilà, les outils, est-ce que euh, réalité virtuelle, proposer une pause mentale, bah, si on est, par exemple, souvent la pause, on l'observe, il y a certains retours sur la question de la pause. Il faut savoir, les études nous disent qu'il faut 45 minutes d'attention, 15 minutes de pause. Déjà, nous, on n'est pas bon. Mais on le voit des fois en télétravail où des personnes vont faire en fait non-stop, vont ne plus s'arrêter. Alors que des fois au travail, ils vont faire plus souvent des pauses ou parce que les collègues où on est seul, etc. Voire même la pause du midi. Donc il y a tous ces éléments-là où comment je constitue et je construis. Ça, je vais rebondir sur ça, puisqu'on parle de solutions digitales, qu'il existe beaucoup de solutions, notamment vers le no-code. Les développeurs et de la partie programmation a développé aussi des outils de management du temps. On va parler de méthode Podomoro, etc. Donc, vous avez dans le digital pur, en fait, des solutions qui sont disponibles. En tout cas, Alors, il y a j'avais une des question leviers. qui était d'un… Ouais. Laurent, vas-y. Non, vas-y. J'allais J'avais une rebondir, mais je crois que question j'ai qui assez était parlé. pour complémenter la question, est-ce que l'ignorance au travail, l'absence de bonjour, au revoir par un collègue est aussi à traiter? L'avis en fait de ce spectateur anonyme est oui, mais qui n'est pas partagé de tous. Ah, alors, en fait, tout dépend. C'est là, en fait, on va voir est-ce que c'est un fait isolé ou est-ce que c'est un fait répété. Par exemple, je dis bonjour à tout le monde sauf à un collègue. Ou un autre exemple, depuis un mois, par exemple, nous on arrive à une situation, depuis un mois, on a 5 personnes dans une équipe, dans un bureau, et ils ne se parlent plus que par mail. En fait, et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que c'est je dirais, un traitement quotidien? Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est se dire, est-ce que ça va concourir à une bonne coopération, sachant que coopérer au travail, c'est pas être ami. Je dissocie, on peut avoir des affinités en dehors, et c'est pour ça que des fois, les actions un peu after work, petit déjeuner, la pause du midi, si je suis à la pause, je ne suis pas en train de travailler. Donc en fait, là, j'ai le choix de mes relations de travail. Mais au travail, on doit un minimum de respect et collaborer ensemble. Donc si à un moment, il y a un refus de communiquer pour quelles que soient les raisons, ou même, comme vous dites déjà, de bonjour, merci, au revoir, ça peut être une difficulté, surtout si c'est répété. Après, la question, c'est toujours, il ne faut pas toujours penser à mal ou à bien, mais l'enjeu, c'est que si on voit que c'est une pratique où, en fait, par exemple, l'équipe, ils se disent, où on voit des tensions, et souvent, une des meilleures solutions, c'est l'évitement où je déplace. Exemple, des managers en difficulté ou des personnes en difficulté. Une des options, des fois, c'est d'échanger d'équipe. Mais des fois, j'ai une petite structure, je ne peux pas, ou même la compétence ne peut pas aller dans une autre. Et c'est là où on se retrouve avec des difficultés. Ça veut dire qu'on va plutôt déplacer ou transférer les problèmes plutôt que les résoudre. Donc, en fait, ils vont toujours être présents, mais un petit peu cachés. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de les désamorcer. Et c'est normal, par exemple, d'avoir des conflits dans une équipe. Par contre, qu'à un moment, on ne se salue plus dans une équipe, même si on ne s'apprécie pas, on doit collaborer. Et le minimum, c'est voilà, de se dire bonjour, merci, au revoir, de répondre, etc. Donc, c'est pour ça que tout dépend un petit peu du contexte et des autres éléments. Mais potentiellement, ça peut être un indice de dire ah, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Mais si c'est très ponctuel, je ne l'avais pas vu ou j'étais concentré sur ma tâche. Voilà. C'est pour ça que tout dépend un petit peu de l'ensemble du contexte et d'autres éléments. Alors, j'avais aussi une question d'Angélique qui était sur l'investissement qui démontre un problème de déconnexion ou de simple conscience professionnelle. Je pense que ça va être déconnexion de la réalité du… Oui, mais c'est pour ça qu'alors là, et qu'aujourd'hui, beaucoup, par exemple, en France, on appelle ça plutôt la méthode douce, c'est-à-dire, ou même à la fin des mails, on dit si vous le recevez après telle heure, ne le lisez pas, vous n'êtes pas sujet à une réponse. Dans d'autres cultures ou d'autres fonctionnements, parce que c'est une étude européenne justement sur la partie de la déconnexion, ils font la méthode forte, c'est-à-dire ils coupent les serveurs. Les mails ne peuvent pas arriver ni être consultés à partir d'une certaine heure. Alors après, ça dépend des activités, parce que certains sont en 24 heures sur 24. Mais l'idée, c'est vraiment de dire si tout repose sur la volonté de faire ou pas, et notamment individuelle, c'est là où en fait, je pense que personne ne souhaiterait travailler tard le soir
ou en tout cas, si on peut le faire dans un autre cadre, on le ferait. Donc l'idée, c'est si à chaque fois le levier, c'est à l'individu de faire l'effort ou l'investissement, si c'est le seul levier, ça ne fonctionnera pas à la pratique. Et d'ailleurs, on le voit, souvent, on fait un rappel, ça marche 15 jours, un mois, 2 mois, puis après, on retrouve, parce qu'il n'y a pas eu de changement relationnel et il n'y a pas de correction. C'est comme si quelqu'un est dans les bureaux à 22h, 23h, avant, et là, il faisait le tour des bureaux et tout le monde rentrait chez eux. Maintenant, avec justement à distance et les outils, nous permettent de travailler. Et c'est pour ça, on pourrait se dire, ah, attention, les mails, il y a une traçabilité, le nombre de mails, ou même moi que je reçois en tant qu'extérieur, de direction ou autre, ou à 23h en pleine nuit, où j'ai des mails de responsables, dont les RH, donc ils sont pas, ou des directions. Mais clairement, c'est là où c'est pas tenable. Et en plus, on sort complètement du cadre légal, du champ employeur de la prévention. Alors, j'avais aussi Aurélie qui posait des questions sur auriez-vous des exemples d'actions réalisées au sein d'entreprises? Des exemples d'actions, ouais, c'est une bonne, et je pense qu'on va finir là-dessus, parce qu'on commence à un petit peu déborder, et puis justement On laisser la déborde un pause peu, au midi, désolé. et quelques minutes, mais pour finir, parce que en tout cas c'est intéressant, mais pour vous donner un exemple, là récemment, ils ont fait en fait un premier état des lieux. Par exemple, ils avaient évalué justement un petit peu la fleur, la QVCT, les différentes thématiques, et un des enjeux notamment, c'était la question du dialogue professionnel. Et ils ont mis en place ce qu'ils appellent, notamment c'était l'outil, les espaces de discussion. Et en fait, c'était parler du travail. Certains peut-être connaissent un petit peu Management, le travail réel. Et en fait, c'était partir du terrain, avoir une méthodologie avec les managers pour identifier les problématiques terrain, les isoler, faire le focus, et en fait, faire un petit peu comme des top 3, top 5. Pour certains, dans certaines structures, c'est déjà des choses qui sont mises en place, mais de les retrouver, mais que ça parte du terrain. Donc, en fait, au lieu que ce soit une démarche qui part des RH, on structure, etc., là, c'était une démarche plutôt par équipe. Et là, c'était d'ailleurs voilà, où il y a eu 2 terrains pilotes qu'ils ont mis en place. Là, il y a eu plutôt des bons retours. Et donc, c'était en 3 temps où ils identifiaient les problématiques, ils les mettaient en œuvre. Et après, l'enjeu d'être en autonomie. Il y a eu un transfert de compétences, en tout cas sur cette démarche. Et l'enjeu, c'est d'avoir identifié les problématiques. Il y a eu 2 groupes de travail, mettre en place, voir des premiers résultats pour justement voir qu'est-ce que ça change et de manière très concrète. Ce n'est pas parce qu'on parle de QVCT ou de prévention ou de promotion que ça doit être très abstrait. Il faut que ça reste concret. L'exemple du co-développement, là aussi, c'est par les pairs. Mais encore, l'enjeu, c'est comment on a les outils et que le seul levier ne soit pas juste sur qu'est-ce que ça change de ma pratique, mais est-ce que l'organisation, ou par exemple, il y a des dysfonctionnements qui sont aussi organisationnels, il y a bien sûr la responsabilité individuelle, mais aussi comment on change le fonctionnement. Parce que par exemple, moi, je ne réponds plus mes mails dans l'heure, mais qu'au bout de 48 heures. Si je suis le seul à le faire, alors que c'est les bonnes pratiques sur les mails, ça ne va pas fonctionner, en fait. Parce que je vais me mettre en porte-à-faux par rapport au collectif. Quand il y a l'appartenance au groupe. Et c'est là où l'idée, c'est au contraire d'appartenir au groupe, à la culture d'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a des éléments individuels et collectifs à faire bouger. Et que, en tout cas, la casquette RH a nécessité de voir ces 2 angles-là, parce que ça va de concours. Et si vous faites qu'un ou l'autre, ça ne fonctionnera pas, surtout si vous n'êtes pas aligné. Comme sur la marque employeur, pour boucler, si vous vous présentez en candidat monts et merveilles, et puis derrière, en interne, enfin, une fois sur poste, c'est complètement déséquilibré, le contrat psychologique, il est rompu, et en fait, on voit des effets de départ dans l'année assez rapide. Donc l'enjeu, c'est toujours être aligné, et il vaut mieux avoir je dirais, un plan d'action resserré, avec une seule action, mais que vous allez développer tout un panel d'actions collectives et individuelles, qui est d'essayer de faire une longue charte ou un peu de manière factice, où des fois je vois un peu toutes les valeurs, alors que la première n'est pas respectée. Et c'est très visible, et même les salariés, des fois, en sont le promoteur. Et c'est d'ailleurs dommage. On va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas voilà, à les partager. S'il y en a d'autres, on essaiera de vous répondre, voilà, de partager. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de revenir vers Richard ou nous pour continuer le sujet. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci Laurent. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur la QVCT. Je vous invite à aller faire un petit tour aussi chez Chéreau qui a illustré certaines de nos diapos, qui est un auteur de BD qui est excellent.
Si vous avez des questions, nos conseillers formation sont à disposition pour complémenter vos problématiques que vous rencontrez. Et n'hésitez pas à échanger avec nous via LinkedIn, via les réseaux sociaux, via mail ou quoi que ce soit. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et au niveau des et puis bon appétit surtout. Et j'espère vous retrouver sur un autre webinaire sur notre canal Ziggurat. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre profil. Et puis, bonne journée. Bon appétit. Au revoir.